Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors, nous sommes le 29 avril 2017, nous sommes arrivés au 38e site-rep et je ne vais pas beaucoup parler, je vais essayer en tout cas parce qu'il est très long. Il est très long bien que très très intéressant, donc on va essayer de faire le plus court possible. Voilà, je te laisse la parole. Ça a été une semaine assez chargée, puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 280 reprises, soit 45 de plus que la semaine passée, au cours desquels 1097 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés, je rappelle, artillerie, mortier, chars d'assaut, donc en baisse par rapport à la semaine dernière, dû à un début de semaine plutôt calme. Oui. On dépassait rarement les 30 violations par jour, mais les tirs ont augmenté depuis 4 jours. Depuis 4 jours, on est remonté au-dessus de 40, voire même 50. Là, on a eu 3 jours sur 4 où on est au-dessus des 50 violations par jour. Lors des dernières 24 heures, on était déjà à 53 violations qui sont venues se rajouter. Donc, on voit qu'on est plutôt sur une courbe ascendante. D'accord. Ces tirs ont touché, comme la semaine dernière, 23 localités de la République. Les tirs les plus lourds ont touché quasiment les mêmes localités que la semaine dernière. Donc Zaïtsevo, Gorlovka, Shirokaya Balka, Dolomitnoye, Železnaya Balka, Krutaya Balka, Yasinovataya, Vassilievka, Vesoroye, Spartak, Makeyevka, Jabitchevo, Yasnoye, Dokuchaevsk, Kominternovo, Sosnovskoye, Leninskoye, Oktyabr, Sakhanka, Biezimienoye, Zaïchenko, Dziarzinskoye, Kulikovo, la zone de l'aéroport ainsi que les districts de Petrovski et Kirovski à Donetsk. Donc on voit l'apparition de Makeyevka, je vais expliquer un petit peu après ce qui s'est passé. Ces tirs de la semaine ont fait 3 morts et 15 blessés, dont 9 civils en RPD. Sur la semaine, c'est quand même lourd. Ouais, ça fait mal, ça, ouais. Plusieurs civils ont été blessés à cause de mines et de pièges posés par les groupes de sabotage ukrainiens, donc pièges à grenades et autres. C'est immonde. Du même tonneau. Hier, à environ 6h du matin, donc l'armée ukrainienne a utilisé les chars d'assaut qu'elle a installés à Avdiivka depuis un bon moment pour tirer sur le quartier nord-ouest de Makeyevka, à 9 km quand même de la ligne de front, donc on ne peut pas vraiment parler d'erreur de tir. Oui, et puis surtout de présence de bloc-post des forces armées de la DNR. Il n'y a pas de soldats dans ce coin-là. Ils ont endommagé sévèrement un immeuble de 2 étages dans lequel 26 personnes, dont 4 enfants, se trouvaient. Par chance, aucun n'a été tué ou blessé. On a vraiment eu du pot. Et avant-hier, c'est le personnel d'une station de pompage située près de Krutaya Balka qui ont été pris pour cible par les tirs de l'armée ukrainienne. Les employés se rendaient en voiture sur leur lieu de travail lorsque leurs véhicules ont été pris sous les tirs des soldats ukrainiens. Une des voitures a été sévèrement touchée et il y a eu un employé qui a quand même eu la peur de sa vie. Il y a une balle qui l'a frôlé tellement près que ça a endommagé ses vêtements, mais pas lui. Donc c'est pour donner une petite idée quand même à quel point c'est passé très très près quand même. Donc les employés des services communaux ici, ils risquent leur vie pour faire leur travail. Je rappelle. Ces bombardements ont endommagé ou détruit 17 habitations en République populaire de Donetsk, soit 3 fois plus que la semaine passée. On était à 6 la semaine dernière. On signale le retour des drones, d'ailleurs ukrainiens, dans le ciel du Donbass. Ils sont de retour pour corriger les tirs d'artillerie de l'armée ukrainienne. Donc, quand ils visent à 9 km, même plus près, ils ne peuvent pas dire qu'ils font des erreurs de tir. Oups, non, ça marche pas. Ça marche pas. Avec les drones, il n'y a pas d'excuse. Ça va leur coûter cher bientôt. Les forces armées ukrainiennes continuent de concentrer des armes lourdes près de la ligne de contact, mais la mission de surveillance de l'OSCE n'arrive plus à travailler correctement côté ukrainien, se voyant refuser systématiquement l'accès au site de stockage de l'armée ukrainienne, ce qui se ressent dans les rapports, où désormais seules les armes présentes sur les terrains d'entraînement sont mentionnées. Donc désormais, on ne peut plus obtenir de données fiables sur le nombre d'armes qui ont été sorties des zones de stockage. Donc voilà. C'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Le fait d'ailleurs que Kiev tient à cacher le nombre de canons, de chars, etc., qui se trouvent en dehors de ces zones de stockage où ils devraient se trouver, si on veut savoir pourquoi, il suffit d'écouter le vice-ministre de la Défense ukrainien, Igor Pavlovski, qui a déclaré hier que les accords de Minsk, que les accords de Minsk sont utilisés par l'Ukraine pour préparer ses troupes à une escalade et entre autres les forces spéciales. Il a aussi déclaré que l'armée ukrainienne était prête à faire appliquer la loi martiale si elle était déclarée. Quant au président de l'administration régionale de la zone
zone de l'oblast de Donetsk sous contrôle ukrainien. Il a dit clairement que l'Ukraine devrait non seulement récupérer le Donbass, mais aussi la région de Rostov-sur-le-Don en Russie. Ah bah tiens, non, pourquoi si pas. Si on a comme ça encore d'une explication de texte... Ouais. Des fous, des psychopathes. Voilà. Hein, bon, sauf que la préparation que le vice-ministre vante est très loin d'être au niveau que la propagande ukrainienne lui prête. Entre le manque d'essence, l'alcoolisme et les manquements aux règles de sécurité, les soi-disant entraînements de l'armée ukrainienne relèvent souvent du camping en plein champ, durant lesquels les soldats picolent et finissent par s'entretuer ou par commettre des crimes dans les localités voisines. Ainsi, durant la semaine écoulée, 2 soldats de l'armée ukrainienne sont morts pendant de tels entraînements et 6 sont poursuivis en justice pour viol, vol ou hooliganisme. Ah bah dis donc, c'est charmant ça. Ah mais elle est vraiment super l'armée ukrainienne, il n'y a pas à dire. Et les bataillons spéciaux, alors là on n'en parle même pas. Dans la zone de Mariupol, les civils se plaignent du comportement du régiment Azov, donc je rappelle qu'il a été intégré à la garde nationale, dont les soldats terrorisent désormais ouvertement la population. Donc ces soldats n'hésitent désormais plus à arrêter les détenteurs de véhicules, les dépouiller de tout ce qu'ils ont en termes de trucs de valeur, et leur piquer leur voiture. Bah c'est des nazis, hein, forcément, donc... Azov, sous prétexte de confiscation pour enquête. Ouais. Voilà. Donc dans le meilleur des cas, ils relâchent les gens sans les taper, mais ça c'est quand ils ont de la chance. D'accord. Tout va bien. Charmant. Tout va bien en Ukraine, c'est charmant. Hein, et si tout cela n'apparaît pas publiquement, c'est grâce aux médias ukrainiens qui font une propagande monstrueuse sur la fourniture de nouvelles armes aux troupes ukrainiennes. Alors c'est vrai, mais en partie. Puisque en fait les unités de reconnaissance de la RPD ont confirmé l'arrivée entre autres de systèmes de vision nocturne, de drones et d'équipements de reconnaissance d'artillerie qui ont été déployés par des pays de l'OTAN. Mais la présence de ce matériel ne signifie pas que ce sont les soldats des forces armées ukrainiennes qui peuvent les utiliser pour mener des missions de combat. On avait parlé de 300 instructeurs étrangers des membres de l'OTAN qui avaient été détectés près du front. Absolument. Il y a quelque temps. Et ben en fait, c'est eux qui sont là pour utiliser ce matériel à la place des soldats ukrainiens. Voilà pourquoi ils sont sur la ligne de front. Parce que, en fait, on n'a pas besoin de faire de propagande pour démontrer la stupidité de l'armée ukrainienne. Les patrons de l'OTAN le font tout seuls. Puisqu'en fait, comme cet équipement n'est que prêté à l'Ukraine et est censé revenir rapidement, en fait, ils refusent de laisser les soldats ukrainiens s'en servir. Toute seule. Donc, comme quoi les pays de l'OTAN sont quand même bien conscients de ce qui arriverait si le matériel était laissé seul à la garde des soldats ukrainiens. Il serait abîmé ou volé. Donc, comme si quelque chose arrivait à ce matériel, l'Ukraine devrait payer des pénalités excédant même le prix du dit matériel. Les instructeurs de l'OTAN sont là pour l'utiliser à la place des soldats ukrainiens. D'accord. Ce qui révèle évidemment l'implication directe de l'OTAN dans cette affaire. De l'OTAN et puis l'état de l'armée ukrainienne, quand même. Quand tu les laisses pas utiliser les joujoux que tu leur apportes, c'est quand même que tu n'as vraiment pas confiance en eux. C'est clair. Et si on parle d'armes toujours, donc les forces armées ukrainiennes manquent d'armement, y compris d'armes légères, puisque à force de faire des trafics, les commandants qui revendent des armes pour s'enrichir, ou ceux qui les détruisent parce qu'ils sont mal formés, complètement sous ou autre drogue. La situation est devenue déplorable dans certaines unités, y compris des troupes considérées comme des unités d'élite, comme les forces aéroportées, qui normalement ont pourtant l'équipement le plus correct, le plus cher. Au total, plus d'une centaine de pièces d'équipement militaire. Donc, quand je parle de pièces d'équipement militaire, je parle d'armement. Donc, je parle de canons, de mortiers, de BMP, de BTR, de chars, etc. Et 8000 armes légères sont manquantes. Ah oui, c'est énorme, ouais. Voilà. Avec en tête du classement la 45e brigade, avec plus de 30 pièces d'armement ou d'équipement militaire manquantes et plus de 7000 armes légères. Ah ouais. Je ne sais pas à qui ils ont fourgué toutes leurs kalachnikovs, mais ils sont disparus, désintégrés. Peut-être que ce sont les djihadistes, les terroristes en Syrie qui ont récupéré ça dans une livraison ou que sais-je. Je sais pas, mais bon. En plus des armes, il y a aussi des problèmes avec la nourriture. On avait parlé du fait que les soldats ukrainiens devaient acheter eux-mêmes leur nourriture en région de Lugansk, vers Stanissa Luganskaya. En région de Donetsk, c'est pas mieux. Certaines unités comme la 72e brigade ne sont plus fournies correctement en nourriture, soi-disant à cause d'un problème de contrat avec la compagnie de chemin de fer qui est censée livrer la bouffe. Résultat, les soldats n'ont plus droit qu'à un repas par jour. Ouais,
Il n'y a rien un de mieux. repas. Il n'y a rien de mieux pour pousser les gens, enfin les soldats à déserter, quoi, parce que... Ouais, alors là, pour éviter les désertions, les mutineries, les émeutes, le SBU et la garde nationale sont sortis pour servir de chien de garde aux autorités ukrainiennes. Et eux, par contre, ils sont très bien nourris. Là, il n'y a pas de problème avec la société de chemin de fer. C'est bizarre, hein. Ouais. Enfin bon, même avec la pression du SBU et de la garde nationale, les désertions et démissions se multiplient dans l'armée ukrainienne. Rien qu'au sein des unités aéroportées dont on parlait un peu plus haut, hein, donc quand même les unités d'élite, entre autres les 45e, 79e et 81e brigades, 1000 soldats dont 170 officiers ont donné leur démission, refusant d'aller tuer des civils et de devenir ainsi des assassins. Donc, je pense que si ça continue comme ça, de semaine en semaine, il ne restera plus rien de l'armée ukrainienne si ça continue. C'est pour ça qu'à mon avis, on a une escalade actuellement, parce qu'ils ont intérêt à se dépêcher de lancer leur offensive avant que leur armée se décompose sur pied. Ah bah qu'il n'y ait plus personne à envoyer sur le Donbass. Hein. Oui, bah oui, à ce train-là, oui, c'est sûr qu'il ne restera pas grand-chose. Hein. Non, c'est clair. Si on regarde l'OSCE, donc la semaine écoulée a été marquée principalement par cet incident qui a fait 1 mort et 2 blessés parmi les observateurs de l'OSCE dimanche 23 avril, donc au lendemain de notre dernier sitrep. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu les articles, en fin de matinée, une voiture de la mission de surveillance de l'OSCE a sauté sur une mine près de la localité de Prichib, en République populaire de Lugansk. Un observateur américain est mort et 2 autres ont été blessés. Donc les 2 véhicules de l'OSCE étaient en patrouille dans une zone qui est assez proche de la ligne de front entre Slaviano-Serbsk et Sokolniki, lorsque l'une des 2 voitures a sauté sur une mine anti-char. Une mine anti-char contre une voiture, même blindée, je te laisse imaginer, la voiture elle a été pulvérisée. C'est du papier aluminium de paquet de cigarettes, hein, l'épaisseur de la tôle d'une voiture hein, pour une mine anti-char, hein, c'est clair, hein. Voilà, c'est des voitures blindées, donc elles sont un peu plus renforcées, mais enfin même comme ça, la voiture elle est entièrement brûlée. Les autorités de la RPL avaient pourtant mis en garde les observateurs de l'OSCE sur les risques de provocation des groupes de sabotage reconnaissance ukrainiens qui opèrent dans cette zone-là et surveillent les déplacements des patrouilles. D'après le ministère de la Défense de la République populaire de Lugansk, les observateurs de l'OSCE n'ont pas respecté les règles de leur mandat en quittant la route principale pour s'engager sur une route secondaire très proche des positions de la République populaire de Lugansk. Ça, déjà, c'est un peu le truc louche déjà. Oui. Donc, en sortant de cet itinéraire qui avait été fourni aux autorités de RPL et qui passait pourtant sur une route asphaltée, là, ils sont passés sur une route, un chemin de terre, etc. Bah, forcément, ils sont passés sur un chemin qui n'avait pas été vérifié par les soldats de Lugansk. Donc, ils se sont mis en danger, quoi. Je veux dire, là, c'est du débilisme. D'après la milice populaire de la RPL, ce sabotage serait l'œuvre du 8e régiment d'opérations spéciales des forces armées ukrainiennes, sous les ordres du colonel Oleg Nechayev. Peu après que l'information de ce qui s'était passé soit devenue publique, l'armée ukrainienne s'est mise à bombarder la zone autour de l'endroit où a eu lieu l'explosion. Oui. Donc ça jette quand même un peu le trouble, parce qu'on se demande s'ils espéraient ainsi empêcher l'enquête d'avoir lieu ou détruire 2-3 indices. Alexander Vought, fidèle à lui-même, s'est contenté d'une déclaration générique sur la nécessité du déminage total de la région du Donbass et sur le fait que cette mine n'aurait pas dû se trouver là. Merci Watson. Est-ce qu'il se rend compte peut-être qu'on est en train de lui faire à l'envers ou est-ce qu'il est un petit peu complice du truc? Je sais pas. Il y a peut-être un peu des deux. Mais franchement, c'est la pire déclaration de sa part que j'ai jamais vue. Hein. Franchement, c'était une déclaration lénifiante à souhait, enfin, vraiment une catastrophe. Vraiment, je sais pas qui est-ce qu'il espère leurrer avec ça. Mais bon, faut pas se tromper. Hein. Le but de cette provocation est clairement pour l'armée ukrainienne de pouvoir jeter le blâme sur la RPL et la Russie, hein, ce que Kiev a fait immédiatement à travers une nouvelle déclaration fantaisiste de ce cher Turchinov, qui a même mêlé les officiers russes du Centre conjoint de coordination et de contrôle du cessez-le-feu à son délire. Oui, bah forcément. Grand délire total. Pousser aussi les observateurs internationaux à partir de la zone de conflit pour avoir les mains libres et surtout essayer d'obtenir la venue d'une mission internationale armée dans le Donbass. D'ailleurs, Poroshenko a tenté dès le lendemain de l'incident auprès des USA, il a appelé Rex Tillerson. Oui, il faut faire venir une mission armée dans le Donbass. Ouais. Donc, on voit bien que Kiev a utilisé cette mort pour essayer d'obtenir une aide militaire sans laquelle l'Ukraine ne peut espérer vaincre dans le Donbass. D'ailleurs, même le ministre des Finances ukrainien n'a pas caché que l'Ukraine a plus besoin de l'aide militaire des USA que de leur aide financière. Ouais. Ce qui en dit long
sur l'intérêt que ces gens-là portent à la population ukrainienne, quoi. Hein. Oui, puis à la résolution pacifique du conflit. Aussi. Suite à cette énième suggestion aussi de l'Ukraine d'armer l'OSCE dans le Donbass, le chef adjoint de la mission dans la région de Lugansk, Arne Dalog, a déclaré qu'il n'y avait aucune justification pour cela et qu'en plus armer les observateurs ne les sauverait pas d'un tir de mortier ou de l'explosion d'une mine. Ouais. Merci monsieur, merci. Il y a au moins quelqu'un au sein de l'OSCE qui a 2 brins de bon sens et de jugeote. C'est un Scandinave, hein, d'ailleurs, je crois. Je vérifie, mais... Voilà. Et pour ce qui est d'une mission de maintien de la paix de l'ONU, la Russie a tenu à rappeler que ça ne pouvait pas se faire sans l'approbation des RPD et des RPL, qui sont toujours déclarés opposés à une telle mission pour une bonne raison. Hein. Ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé en Yougoslavie ou en Afrique, hein, où de telles missions ont déjà été déployées. Hein. Oui. T'as un exemple en Yougoslavie, c'est pas la poche de la Krajina des fois qui est... Il n'y avait pas une histoire comme ça Srebrenica, hein. Oui. De Srebrenica. Je savais qu'il allait y avoir un truc, ils ont laissé faire. Oui. Je veux dire, si une mission armée, ils sont pas capables de faire mieux que ça, je vois pas à quoi ils servent. Hein. Eh ben, à 2 prétextes. C'est aussi simple que ça. Voilà. Hein. Bon, l'enquête a été lancée immédiatement. Très vite, c'est venu quand même confirmer les soupçons qui avaient été émis le jour même de l'incident. Donc, entre autres, la milice populaire de la RPL qui a inspecté la zone où la voiture de l'OSCE a explosé a découvert un poste d'observation d'une unité de sabotage reconnaissance ukrainienne. Les démineurs ont découvert 2 autres mines anti-chars sur la route, ainsi qu'un piège à grenades à fragmentation dans des ruines juste à côté. Donc, je dirais, ils n'avaient vraiment pas l'intention de les louper. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Là... En RPD, d'ailleurs près de Kharkiv, hier, c'est une bombe constituée de 2 obus 152 mm à radiocommande qui a été désamorcée sur une route avant qu'elle ne fasse des victimes, soit parmi les civils, soit parmi les observateurs de l'OSCE, parce que cette route est souvent empruntée par leurs patrouilles aussi. Donc on voit bien quand même que les groupes de sabotage reconnaissance ukrainiens sont très actifs. D'ailleurs, le lendemain de cet incident, un groupe de sabotage reconnaissance ukrainien a été détecté et chassé de la zone de Sokolniki, donc à peine à quelques kilomètres de là où l'explosion a eu lieu. Ils ont été détectés dans une maison abandonnée. Bien sûr, la milice populaire a décidé de les déloger de là. Ils se sont repliés vers le village de Krimskoye, en zone occupée par l'armée ukrainienne, sous un tir de couverture nourri à l'arme légère, aux lance-grenades, et je t'en passe, et des meilleurs. Vraiment, là, ça a été le déluge pour couvrir leur fuite vers la zone ukrainienne. Bon, la question qui reste toujours en suspens, c'est pourquoi la mission de l'OSCE s'est aventurée sur cette route secondaire non asphaltée, alors que l'itinéraire convenu avec la milice populaire de la RPL passait sur une route asphaltée et sécurisée, puisque vérifiée par la milice populaire. Hein, si l'OSCE doit se mettre d'accord, donner son itinéraire à la milice populaire, c'est justement pour la sécurité de leurs observateurs, hein, c'est pas juste pour faire joli, hein, puisque ça permet aux soldats de la milice d'aller inspecter la route avant leur passage, pour s'assurer qu'il n'y a pas de pièges, de mines, etc., etc. Donc je comprends pas bien en fait pourquoi ils se sont mis comme ça en danger. Qu'est-ce qui justifiait de quitter cette route principale asphaltée et sûre pour aller se perdre sur un chemin de terre potentiellement dangereux, hein, puisque l'OSCE avait reçu des avertissements sur la présence et les actes de groupes de subversion ukrainiens dans cette zone-là. C'est un chemin qui est proche des positions de la RPL, donc déjà qu'il y en a beaucoup ici qui soupçonnent ouvertement l'OSCE d'espionner pour Kiev. Ouais. Bon, après un incident comme ça, la question elle se pose de moins en moins quand même. Hein. Là, le côté neutre et impartial de l'OSCE, là, il se prend un grand coup d'uppercut dans les gencives. Ah oui. Là, on se pose quand même pas mal de questions quand même. Quand même. Si on regarde le reste de la situation, alors que nos chers médias occidentaux, nos chers merdias, avaient poussé des cris d'orfraie, on s'en souvient quand Avdiivka, qui est sous son contrôle ukrainien, avait été privé d'eau et d'électricité à cause des actions de l'armée ukrainienne qui occupe la localité, d'ailleurs, je le rappelle. Là, étonnamment, personne ne s'est ému du fait que l'Ukraine n'a toujours pas rétabli l'eau potable, la fourniture d'eau potable à la RPL. Oui, là, mais qu'en plus, depuis le 25 avril à minuit, elle a aussi coupé l'approvisionnement en électricité de la République. Voilà, c'est la différence entre ADFK et la RPL, c'est qu'il y en a une, c'est une ville,
et qui a été privée d'eau et d'électricité à cause des bombardements ukrainiens, hein, donc c'est de leur faute. Hein. Alors que là, c'est toute une république, hein, c'est-à-dire on n'a plus 10 ou 15 000 habitants, je ne sais pas combien il y a d'habitants à l'AFK, mais... à peu près, ouais. Et en RPL, ils sont 1,5 million. Voilà. Donc la disproportion fait que le silence des médias occidentaux est absolument scandaleuse. Voilà. Bon, heureusement, la RPL a 2 centrales thermiques qui suffisent à couvrir ses besoins, mais malgré ça, plusieurs localités se sont retrouvées quand même privées d'électricité parce que bon, la façon dont le réseau a été conçu, etc. Donc résultat, la Russie, encore une fois, a pris la décision de prendre le relais à la place de l'Ukraine et de fournir de l'électricité à la RPL à des fins humanitaires. Donc on voit qu'à chacune de ces actions débiles, les autorités ukrainiennes enfoncent encore un peu plus le coin qui sépare les RPD et les RPL de l'Ukraine et les rapproche de la Russie. Et bon, le fait que Kiev envisage ouvertement de faire subir la même chose à la RPD dès que le réseau sera adapté en ce sens à Avdiivka, c'est pas vraiment un signal de bonne volonté quant au règlement pacifique du conflit. Hein. On voit bien que ils n'en ont rien à foutre. Voilà, donc on se retrouve de plus en plus... oui, ils sont en train d'enfoncer le coin dans la fracture, là. Hein. Enfin, je veux dire, là, il y en a qui croient encore que les RPD et les RPL peuvent revenir dans le giron ukrainien, mais non, il faut arrêter de rêver. Hein, c'est trop tard, hein, je veux dire, une déconnexion financière déjà, comme la dernière fois. Blocus commercial total, là au niveau de l'RPL, donc c'est coupure de l'eau, maintenant coupure de l'électricité. Ouais. Ah oui, c'est entériné là, la séparation est entérinée hein, par définition. Voilà. C'est clair. Hein. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, c'est de mieux en mieux, c'est ironique, hein, je précise, puisqu'à l'approche de la date de l'Eurovision, les autorités de la ville de Kiev se sont soudainement rendues compte qu'elles avaient un problème de taille à régler, celui des sans-abri. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 20 000 sans-abri à Kiev. Et ça ferait un peu de tâche dans le décor hein, avec les spectateurs de l'Eurovision. Donc c'est pas grave, hein, on n'a qu'à les cacher. Ça semble trop gros pour être vrai? Eh bien non. De manière tout à fait officielle, les autorités de Kiev ont décidé de déloger du centre-ville les 20 000 sans-abri qui s'y trouvent pour ne pas incommoder les visiteurs étrangers. C'est vrai que ce serait dommage hein, que les étrangers voient la véritable situation de l'Ukraine et que ça démonte un petit peu la machine de propagande qui tourne à plein régime depuis 3 ans hein, sur l'Ukraine démocratique qui lutte contre la corruption et qui va mieux sans Yanukovych. Donc là, toute personne normalement constituée se demande ce que les autorités ukrainiennes vont en faire, hein, parce que 20 000 personnes, c'est quand même pas une bagatelle. Surtout quand on sait qu'il n'y a plus qu'un seul refuge de 152 lits pour accueillir les sans-abri à Kiev. 152 lits pour 20 000 personnes. Hein. Bon. Oui. Et puis quand on leur demande aux autorités de Kiev, c'est le silence radio total. Personne parmi les officiels à Kiev n'est capable de dire ce qu'on va faire de ces 20 000 personnes qu'on va déloger de la capitale. Donc, devant la presse, ils sont là en train d'assurer réfléchir actuellement à la destination de ces 20 000 personnes. Alors que je rappelle que le concours commence dans 2 semaines. Mais ça veut dire qu'ils n'ont rien prévu et que ça va être, à mon avis, catastrophique. Donc, puisque... Voilà, je ne vois pas comment les autorités comptent élaborer un plan d'hébergement pour 20 000 personnes dignes de ce nom en 2 semaines. Surtout vu la compétence des autorités en Ukraine et leur efficacité générale. Le journal Vesti a interrogé entre autres un policier qui patrouille à la gare centrale de Kiev où il y en a beaucoup quand même de ces sans-abri et le policier a répondu franchement qu'il pensait même possible que les autorités larguent les 20 000 personnes dans un champ, un terrain vague en dehors de Kiev. Oui, ça m'étonne pas, ouais. Ah là, ça serait un seul commentaire. Détresse humanitaire. Si on regarde le petit guide de sécurité à l'attention des étrangers venant à Kiev pour assister à l'Eurovision 2017, alors lui ici ça laisse sans voix, j'en avais parlé déjà un petit peu, mais donc les visiteurs se voient conseiller de ne dormir que dans les hôtels officiels, de changer leur argent uniquement dans les établissements bancaires, de ne pas jouer, de ne pas boire d'alcool dans les endroits publics en compagnie d'inconnus. Bon, en pierre d'ukrainien quoi. Ça fait envie, hein. Avec ça, moi je serais pas tranquille de venir à Kiev. Moi je reçois un guide comme ça, je suis là, oula, je mets les pieds où là, à Mogadiscio ou à Kiev? Tu te demandes, Bon, en même temps, il n'y a pas de quoi être rassuré quand on sait que l'Ukraine est classée 10e pays le plus dangereux au monde, on en avait déjà parlé, sans parler du risque que le métro de Kiev puisse ne pas fonctionner pour cause de factures impayées. Il est menacé de fermeture début mai, là, le métro. Oui, d'accord. Il faut payer la facture d'électricité, ils n'ont pas payé les factures pour les nouveaux wagons qu'ils ont reçus pour les rames de métro, donc
Ça donne envie de venir à Kiev, tout ça, moi je te le dis. Je pense que ça va être un beau désastre, l'Eurovision. Oui. Je pense que ça va être... Ouais. Bon, faut dire que l'Ukraine bat de plus en plus de records ces derniers temps, pas vraiment pour le meilleur. Hein. Donc en plus d'être le pays le plus corrompu et le plus pauvre d'Europe, l'Ukraine se retrouve 3e du classement mondial des pays où les gens sont les plus malheureux, juste après le Soudan du Sud et Haïti. Ouais, là c'est musclé, ouais. Là, faut le faire quand même. Hein. Le sondage qui a permis d'établir ce classement a ainsi révélé que 57% des Ukrainiens estiment que leur niveau de vie a baissé, 41% sont dans une situation lamentable et 46% ont manqué d'argent l'an passé pour acheter de la nourriture. Bon, c'est-à-dire du truc vitaux quand même. Hein. C'est le pire score de tous les pays de l'ex-URSS. Le pire. À peine 9% de la population est en situation de bien-être, soit moins d'une personne sur 10. Même au Cambodge, les gens sont plus riches qu'en Ukraine. Ah, c'est un beau boulot qu'ils ont fait là, l'Europe. Hein. Ah ouais, hein, bravo. Bravo Soros, bravo les mecs, bravo Nuland, bravo l'Union Européenne. Il n'y a pas à dire. Pendant ce temps-là, en Ukraine, le fascisme se cache de moins en moins. Comme on a pu le voir avec cette décision du Conseil de la ville de Kiev qui a voté une motion pour faire de l'année 2017 à Kiev l'année de l'UPA, l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Donc, je rappelle, c'est les salopards qui ont collaboré avec les nazis, qui ont tué des centaines de milliers de Polonais, de Juifs, de Russes, de russophones et de Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est les mecs qui avaient des méthodes tellement dégueu que même les SS, ils vomissaient, tu vois. Voilà. Donc, en clair, en 2017, Kiev, ça pourrait être l'année des nazis. Oh, voilà. Tout est possible, hein. BHL les voit pas, il paraît. Hein, donc, voilà, non mais BHL les voit pas, les journalistes français les voient pas, et l'Union Européenne soutient tout ça, et donc des nazis par extension. Si vous avez besoin de l'argent, de voir où vous part l'argent des contribuables européens, ça sert à soutenir financièrement un État fasciste et nazi, tout va bien. Hein, puis si vous avez encore besoin d'une preuve de la réécriture complète de l'histoire qui est faite en Ukraine, on a appris que les autorités ont décidé de poursuivre en justice un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui est âgé quand même de 94 ans, pour avoir liquidé en 1952 un membre de l'OUN, hein, donc qui est ce mouvement dont découle l'UPA susmentionné. Ouais. L'UPA étant la branche armée de l'OUN, hein, qui est l'union des nationalistes ukrainiens. Donc c'est comme si chez nous on poursuivait des soldats français qui avaient traqué les nazis après la Seconde Guerre mondiale, quoi. Tout va bien. Le monde à l'envers. L'Ukraine démocratique, tout va bien. Hein. Et puis qui dit État fasciste dit museler la presse. Hein. Et les chaînes et radios délivrant autre chose que la propagande officielle font clairement partie de celle que les autorités actuelles de Kiev ne veulent pas voir être écoutées par les Ukrainiens. Hein, des fois que ça leur montrerait la vérité et puis que ça ferait tomber leur propagande délirante. Ainsi, Turchinov, toujours, a déclaré que bloquer les chaînes et radios anti-ukrainiennes, bon, en clair, les chaînes et radios russes, de l'RPD et de l'RPL, était sa priorité. Bon, si ça c'est de la démocratie, alors Hitler, Pinochet et Mussolini étaient de grands démocrates. Ouais, c'est clair. Ça intègre très probablement le CITREP, tes activités journalistiques, etc. Oui. Certainement faire partie du package. Et bonne chance. Pendant ce temps-là, à Kiev, alors autant les médias occidentaux taisent ce qui se passe ici, ou un certain nombre de choses en les traitant de thèses complotistes, n'est-ce pas? Ouais. Poroshenko, lui, pendant ce temps-là, peut déballer aux médias occidentaux ses délires, alcooliques ou narcotiques, je ne sais pas, ou peut-être même les deux, concernant l'armée russe dans le Donbass, sans l'ombre d'une preuve, sans être étiqueté complotiste ou auteur de fake news. Un exemple, il a accordé une interview à Sky News qui a été reprise sur le site du soi-disant président ukrainien, où ce dernier déclare sans rougir qu'il y aurait 700 chars d'assaut, plus de 1250 pièces d'artillerie et plus de 300 lance-roquettes multiples russes dans le Donbass. Ouais, d'accord, oui. Sans photo, sans rien. Sans photo, sans rien. Non, mais avec une armada pareille, si l'armée russe était ici, sérieusement, ça fait longtemps que le drapeau russe et que vraiment ils avaient des velléités d'invasion de l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas. Le drapeau russe flotterait sur Kiev depuis très longtemps. Oui, ça c'est très clair. Faut quand même être bien lucide 5 minutes, donc là, il faut arrêter les conneries. Donc voilà la situation. Bon, j'ai pas parlé d'un certain nombre d'autres choses parce que voilà, je ne veux pas non plus faire un site rep de 2 heures. Il y a de nouveau des usines là qui ont réouvert ici. Sakrachenko a été assisté à la réouverture
d'une usine à Kharkiv, à l'ouverture de ces fameux jardins, donc des vergers qui ont été aussi mis en place pour assurer l'autonomie alimentaire de la République. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, qui continuent d'avancer. Les réparations de routes aussi qui tournent à plein régime là, avec l'arrivée des beaux jours. Donc il y a des choses positives qui ont lieu dans les deux républiques, qui avancent bien, mais on voit que la situation se tend. Et quand je vois l'état de décomposition de l'armée ukrainienne, je ne sais pas comment ça va se finir, mais à mon avis quand même assez mal. Oui, parce que quand même un peu. Bon, on avait prévenu, si tu te souviens la dernière fois, d'un risque de provocation pour le 23-24 avril. Bon, le 23 avril, on a vu ce qui s'est passé avec cette voiture de l'OSCE. Oui. Comme je dis, il y a vraiment des jours où j'aimerais bien avoir tort. Oui. Et là, la crainte, c'est que oui, pour les célébrations du mois de mai, qu'il y ait une escalade. Donc, le 9 mai, le 1er mai d'abord. Le 1er mai, le 9 mai et le 11 mai. Donc la journée, le jour du travail, des travailleurs, le jour de la victoire et le jour de la République, le 11 mai. Donc voilà, on va être très très attentif à ce qui se passe. Mais là, la recrudescence des violations et des bombardements et des victimes depuis 4 jours est quand même un mauvais signe à l'approche de ces jours fériés. Ça a l'air d'accréditer l'hypothèse des autorités de la RPD et de la RPL qui craignent. Et en plus, ça va être au moment de l'Eurovision, donc c'est parfait, ça pourrait servir de cachemire médiatique de chambre d'écho. Idéal. Donc voilà, donc situation à surveiller, mais de toute façon, on voit bien que la situation se dégrade tellement en Ukraine que il y a des manifs à Kiev qui ont eu lieu demandant la démission de Poroshenko, etc. Donc il y a un moment où ça va commencer à craquer de tous les côtés. Ça ne pourra pas tenir ad vitam aeternam comme ça. On voit bien. Donc situation à suivre. Et puis on verra bien s'il y a nécessité de faire un sitrep en pleine semaine. Oui, non, mais ça c'est clair qu'on s'approche vers quand on en est au point que l'armée ukrainienne fait sauter les bagnoles de l'OSCE pour essayer de foutre la merde, bon. C'est fort de capter. Ils sont quand même bien désespérés là quand même, je veux dire. Parce que là, il y a un observateur. Et maintenant, ils les empêchent de travailler correctement de leur côté, donc on n'arrive plus à savoir la quantité d'armes qui est sortie des zones de stockage. Ça, c'est aussi un très très mauvais signe. Oui, absolument. Et la présence de ces 300 instructeurs de l'OTAN avec l'armement ad hoc. Ça aussi, c'est quand même pas très rassurant. Avec tous ces éléments-là, il faut que nos téléspectateurs comprennent que ça peut qu'un sitrep, ça peut déraper du jour au lendemain, comme ça avait été le cas fin janvier, avec cette escalade brutale qu'on avait eue pendant une semaine. Donc voilà, situation à surveiller de très très près vu des éléments qu'on a actuellement. Ok. Bon, en tout cas, merci Christelle encore une fois de nous avoir donné cet éclairage du terrain. De rien. Merci pour ton travail et j'espère que à samedi prochain. J'espère aussi. Voilà. À bientôt. Allez, au revoir. Bientôt.